Bonjour à tous. Dans les 2 premiers épisodes nous avons parlé des premières traces humaines à Alger, et des vestiges humains de la préhistoire et protohistoire dans le Sahel d'Alger. Qu'en est-il par contre dans le site propre d'Alger, à savoir la Casbah et ses alentours? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Le père Ardouin, le premier, proposa d'identifier Icosium à Alger. Puis le docteur Shaw, qui en 1832 habitait Alger, commença à rassembler les documents et les preuves, pour affirmer que la ville des corsaires correspondait bien à l'antique Icosium. Depuis lors, l'identification n'a plus été remise en cause. L'histoire d'Alger s'ouvre sur une légende rapportée par Solin, grammairien de la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère. Hercule, passant à cet endroit, fut abandonné par 20 hommes de sa suite, qui y choisirent l'emplacement d'une ville, dont ils élevèrent les murailles. Et, afin que nul d'entre eux ne pût se glorifier d'avoir imposé son nom particulier à la nouvelle cité, ils donnèrent à celle-ci une désignation qui rappelait le nombre de ses fondateurs. Ainsi, de Ekosi, qui en grec veut dire 20, viendrait Icosium. Le site historique d'Alger s'étend sur les rives ouest de la baie d'Alger, dans ce qui est aujourd'hui, la Casbah d'Alger et le quartier de la Marine. 4 îlots faisaient jadis face à Alger et faisaient office de port naturel. Elle est bordée à l'est et au nord par la mer, au nord-est elle est dominée par le massif de la Bouzarea, à l'est par une série de crêtes parallèles à la côte, où se lèvent actuellement les quartiers de Babjdid et Soustara, et au sud se trouve une étroite plaine littorale marécageuse et régulièrement inondée, peu propice à l'édification d'une ville, qui sont aujourd'hui la place du 1er mai, Bellecour, jusqu'aux rives de l'Arrache. Ces facteurs naturels en font une place de choix pour l'établissement d'un port. Le facteur historique, c'est en l'occurrence l'impérialisme carthaginois. À la recherche de l'or du Soudan d'une part, de l'argent d'Espagne et de l'étain des îles Cassitérides, dans les routes aboutissaient près de l'embouchure du Guadalquivir, à Tartessos, Carthage entreprit d'installer de point en point une série de relais, qui d'est en ouest, s'échelonnaient sur les côtes méridionales de la Méditerranée à des distances, variant entre 25 et 45 km, qui représentaient le chemin que pouvait parcourir quotidiennement une balancelle. Ce sont les fameuses échelles puniques, où les navigateurs pouvaient trouver asile, s'assurer un ravitaillement et troquer leurs marchandises. Monsieur Saintin en a dressé la liste depuis Carthage jusqu'à l'embouchure de la Moulouya et sur les côtes marocaines. La chronologie de ces comptoirs fait l'objet de savantes discussions. Les Phéniciens les ont-ils fréquentés avant les Puniques? C'est possible. Constatons simplement qu'aucune tombe punique du littoral algéro-marocain n'a pu jusqu'ici être datée avant la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. La plus ancienne étant d'ailleurs proche d'Alger. C'est le grand caveau qui gît au milieu du port de Tipaza. Mais pour fonder un relais, installer une échelle, encore faut-il qu'existe un bon mouillage, à l'abri d'une île, d'un cap ou d'un estuaire. Ici intervient donc le facteur géographique. Entre Rusgunier, l'actuel cap Matifou, dont le nom trahit à lui seul l'origine punique, et Tipaza, où des vestiges de l'occupation carthaginoise sont apparents, il y a plus de 80 km. Cette distance exige un relais. Or il se trouve précisément dans le golfe, qui vers l'ouest suit le cap Matifou, un site particulièrement intéressant, qui réunit en effet les meilleures conditions pour constituer une escale. Entre une plage battue par les vagues, le rivage de Bab el-Oued, et une baie exposée au vent du nord et de l'est, la baie de Lara, et 4 îlots formant une sorte de T,
peu éloigné de la terre, constituant du côté du sud un excellent mouillage pour les bateaux et en même temps une position facile à défendre. En face, sur la terre ferme, se trouve à 250 mètres de là un promontoire acropole où il est possible de se réfugier. Les matériaux de construction ne manquaient pas dans le massif de la Bouzarea, dont les calcaires peuvent fournir de bons moellons, ni dans les environs d'Alger, où abondent les terres à briques. Enfin, l'eau ne faisait pas défaut. Le comptoir pouvait se développer facilement en cité portuaire. Des origines même d'Alger, nous ne savons pas grand-chose. Un peu plus que Gell, qui, rédigeant son histoire ancienne de l'Afrique du Nord, ne trouvait dans son dossier que la légende rapportée par Solin, et une stèle punique, dont on n'est même pas sûr qu'elle n'ait été apportée dès l'Antiquité de Cap Matifou ou d'ailleurs. Elle a été trouvée à Alger, rue du Vieux Palais. Devant cette pénurie de documents, Gell écrivait, « Si les Phéniciens ou les Carthaginois occupèrent Rusgunier, ils se fixèrent sans doute aussi en face, à Icosium, les deux ports pouvaient tour à tour les abriter, l'un étant à couvert des vents d'est, l'autre des vents d'ouest. » À cet ex-voto punique, Gell aurait dû ajouter un sarcophage en pierre, découvert en 1868 dans le jardin Marengo. Ce sarcophage, monolithe, long de 2,39 mètres, haut de 0,82 mètres, était en partie engagé dans un caveau creusé dans le rocher. Couvert de 2 dalles, il contenait un anneau d'or qui servait probablement de monture à une amulette scarabée, un bijou fait d'un fil d'or enroulé en spirale, sans doute un élément de collier, une amulette égyptienne figurant Anubis, en terre émaillée, percée d'un trou latéral, un fragment d'une autre amulette, des fragments d'anneaux en verre bleu provenant d'un collier, des fragments de perles en terre avec décor jaune et rouge. Enfin un vase en terre cuite a été trouvé près du sarcophage. Il s'agit sans aucun doute d'un tombeau punique. Cette preuve qui manquait à Gell et dont l'absence l'obligeait à s'en tenir à un pressentiment carthaginois, fut la découverte, effectuée en 1940 dans le quartier de la Marine, de 158 monnaies puniques en pelon et en bronze frappées entre le milieu du IIe siècle et le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'avers, une tête de femme dont la coiffure en bandeau est surmontée d'une couronne. En face d'elle, une victoire aux ailes ployées, tend une couronne de fleurs. On a pensé à Isis couronnée par la victoire, ou à la personnification d'Alger. Au revers, un personnage masculin de face, debout sur un socle. Il est barbu et porte sur la tête 3 protubérances, qui ressemblent à des rayons, et qui font penser au portrait de Baal figuré sur des stèles puniques d'Elofra à Constantine. Il est vêtu d'une tunique, et de son épaule gauche descend une draperie qui a l'aspect d'une peau de bête. On reconnaît le dieu phénicien Melkar, revêtu de la peau de lion attribuée par la légende à Hercule. Ainsi cette découverte archéologique fait écho à la fable rapportée par Solin. Ce personnage est accompagné d'une légende composée de 6 signes, censés être lus, Icosym. Pour ma part j'ai plutôt lu Ixosym. Pour la première fois apparaît le nom punique de la ville, dont la forme Icosium, adaptée à l'époque romaine, n'est que la latinisation. Que signifie Icosym? Cantino a montré qu'Icosym était composé de 2 mots. Le initial, qui veut dire l'île, ce qui ramène aux 4 îlots de l'Amirauté, et Cosym d'autre part. Ici, selon Cantino, on peut hésiter entre 2 sens, celui d'épine et celui d'oiseau impur habitant dans les ruines, c'est-à-dire hibou. Icosym voudrait dire l'île des épines ou l'île des hiboux. Victor Bérard dans ses célèbres navigations d'Ulysse avait déjà abordé le problème à partir d'Icosium et traduit cos par mouette. Icosym serait alors l'île aux mouettes. Carcopino a préféré cette 3e explication, avec raison sans doute. Un petit détail m'est venu à l'esprit en lisant ceci, c'est qu'à Alger il n'y a pas de mouettes, mais des goélands. Depuis cette découverte qui a révélé le nom d'Alger aux origines de son histoire, une autre trouvaille a fourni quelques renseignements complémentaires sur la vie et les relations d'Icosym. Il s'agit du puits du quartier de la Marine retrouvé en 1952 à l'emplacement du bâtiment du Trésor. La fouille du puits a été conduite jusqu'à 14,50 mètres de profondeur mais le fond était à plus de 19,75 mètres du sol moderne.
L'intérêt de la découverte de ce puits réside dans les poteries qu'on a pu extraire de ce dépotoir, où des vases brisés et souvent réduits en menus tessons se sont accumulés en couches superposées. Pour l'Antiquité, 3 niveaux bien distincts ont été repérés. Au fond, au-delà de 13 mètres, des poteries noires, grises et blanches en fragments d'un intérêt exceptionnel. Les tessons à vernis noir proviennent de vases campaniens datables des 3e, 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. Ils reportent à une époque plus haute que les monnaies puniques d'Icocym, et ils attestent dès ce moment des relations commerciales, soit avec l'Italie du Sud, soit avec les colonies grecques du sud de la Gaule ou de la côte orientale de l'Espagne. Au même niveau, un bol appartient à la catégorie des vases à pâte blanche, fabriqués dans les ateliers gaulois de la vallée de l'Allier. Plus haut, entre -13 mètres et -8,45 mètres, apparaît la poterie rouge vernissée, poterie d'Arezzo, poterie gallo-romaine de Lezoux et de la Gros-Fezanque. Enfin plus haut, entre 8,45 mètres et 6,40 mètres, on ne rencontre plus que de la poterie romaine courante, de plus en plus grossière, sans vernis et sans décor en relief. Ces poteries renseignent sur la vie d'Icocym et d'Icosium, dans ses relations commerciales avec l'Italie du Sud, l'Espagne et la Gaule, dans sa vie quotidienne, dans la vie des générations qui se sont succédées autour de ce puits dépotoir entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 4e ou le 5e siècle après Jésus-Christ. La chute de Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, n'apporte pas ici de grands changements. Icocym appartient au royaume numide de Massinissa, puis au royaume mort du roi Bocchus et de ses successeurs. Jusqu'en 40 après Jésus-Christ, l'ouest de l'Afrique, à savoir la Maurétanie, reste indépendant sous l'autorité des rois berbères. D'une indépendance relative, il est vrai, à partir de 25 avant Jésus-Christ, lorsqu'Auguste installe sur le trône le jeune Juba II. C'est le prélude à l'annexion. De 25 avant Jésus-Christ à 40 après Jésus-Christ, 2 rois vassaux se succèdent à la tête du royaume de Maurétanie, Juba II, puis son fils Ptolémée. Icosium appartient à ce royaume. De cette période intermédiaire, entre Icocym punique et Icosium romain, survivent quelques souvenirs. D'abord une monnaie de Cléopâtre s'est trouvée en 1950 dans le centre d'Alger et publiée par Gauthier. Ce moyen bronze montre à l'avers le buste de Cléopâtre et au revers l'aigle ptolémaïque debout sur un foudre et accompagné de la corne d'abondance. À noter ensuite, parmi les tentatives coloniales de la fin de la République et du début de l'Empire, celle qui intéressa Icosium, dont les colons, citoyens romains domiciliés en cette ville, furent pourtant rattachés à la colonie d'Ilicie en Espagne citérienne. Ce rattachement démontre que ces colons devaient être peu nombreux. D'autre part, il est remarquable que le lien s'établisse avec une colonie espagnole. C'est le témoignage des relations étroites existant alors entre la Maurétanie et la péninsule ibérique depuis l'époque punique. On parle parfois d'une civilisation ibéro-punique dans l'ouest de l'Afrique du Nord, face à la civilisation gréco-punique de la partie orientale. Si les colons romains d'Icosium ne formaient pas au début un groupe important, ils n'en avaient pas moins déjà des institutions à part, comme le montre une base honorifique dédiée au roi Ptolémée, trouvée dans la rue Adjemar. Ainsi, Icosium avait des magistrats municipaux dès avant la conquête romaine, sous le règne de Ptolémée, et ces magistrats entretenaient les meilleures relations avec le roi de Maurétanie. Notons que le même personnage, qui fut chargé de tous les honneurs municipaux de sa petite patrie, apparaît sur une autre inscription, gravée sur une dalle toujours incluse dans le minaret de la grande mosquée malékite. Peu de temps plus tard, Ptolémée sera assassiné par l'empereur Caligula, et Icosium deviendra ville romaine. Mais c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.